8 mars 2012, 6 heures du matin. L'air à Arcadia, en Californie, est frais, retenant encore la couche marine dérivant depuis l'océan Pacifique. C'est une banlieue riche et tranquille. Des pelouses bien entretenues, des portails en fer forgé, des caméras de sécurité clignotant comme des yeux mécaniques à l'aube. C'est le silence absolu de la richesse au petit matin. Une normalité qui semble presque mise en scène. Une équipe d'agents fédéraux encercle une vaste maison de style méditerranéen. Ils se déplacent avec une précision habile et chorégraphiée. Ils ne frappent pas doucement. La porte est défoncée. Le bois vole en éclats. Le seuil est franchi. Les agents spéciaux du FBI, James Wynn et Adam Roser, pénètrent dans le hall. Ils entrent, armes au poing, l'adrénaline au maximum, les yeux scrutant les ombres. Mais ils ne cherchent pas un chef de cartel. Ils ne traquent pas un trafiquant d'armes. Ils chassent un fantôme. Ils se déplacent méthodiquement à travers les pièces opulentes. Leurs lampes torches fendent la pénombre. Ils voient des meubles de créateurs, de l'art contemporain haut de gamme, accrochés au mur, le luxe suintant de chaque surface. Mais quelque chose cloche immédiatement et viscéralement. L'atmosphère est lourde, stagnante. Wynn et Roeser s'approchent de la cuisine. Ils regardent les fenêtres. Chaque vitre est entièrement recouverte de papier d'aluminium collé à ras des cadres. Aucune lumière n'entre, aucune lumière ne sort. Une chambre de privation sensorielle au beau milieu d'un manoir. Ils posent le pied sur le carrelage de la cuisine. L'odeur les frappe en premier. Ce n'est pas l'odeur d'un petit déjeuner domestique. C'est une odeur acide et piquante. C'est l'odeur d'un alcool bon marché en pleine oxydation qui se heurte violemment à la puanteur industrielle de la colle chaude et de la cire fondue. C'est l'odeur d'un mensonge en cours de fabrication. Ils baissent leurs armes. Ils regardent une usine, un laboratoire de contrefaçon de haute fidélité caché à la vue de tous. Sur la vaste étendue des plans de travail en granit, 30 à 50 bouteilles de vin ouvertes se dressent comme des soldats de verre au garde-à-vous. Elles sont entourées d'entonnoirs en cuivre, de bêchers gradués et d'une lourde machine à reboucher mécanique boulonnée à la pierre. Dans le profond évier en acier inoxydable, de vieilles bouteilles sans étiquette flottent paresseusement dans un bain d'eau tiède et trouble, effaçant tranquillement leurs histoires authentiques. Dans une pièce adjacente, une plaque chauffante bouillonne. De la cire fraîche coule sur les cols nus des bouteilles en verre, refroidissant lentement pour former un seau rouge sang de fausse authenticité. Les agents ouvrent les tiroirs. Ils trouvent des tampons en caoutchouc portant les noms sacrés de châteaux français, des noms qui imposent le respect des milliardaires. Screaming Eagle, domaine de la Romanée Conti. Ils trouvent des encreurs sur mesure. Ils trouvent des pochoirs. Ils ouvrent un placard et découvrent l'archive. Un énorme système de classement méticuleusement catégorisé contenant 19 000 fausses étiquettes en papier volante. Elles ont été vieillies artificiellement, cuites et frottées avec de la terre pour donner l'impression d'avoir survécu un siècle dans une cave européenne souterraine et humide. Et puis ils trouvent le script. Gribouillé directement sur les côtés des bouteilles en verre avec un marqueur noir se trouvent les formules chimiques d'une grande illusion, les recettes d'un alchimiste. L'une d'elles indique 2 tiers de pinot noir bon marché de la Napa Valley, 1 tiers de Bordeaux oxydé, un soupçon de quelque chose de sucré. L'architecte de ce laboratoire est un homme de 35 ans. Il se tient actuellement dans sa propre maison, les poignets verrouillés par des menottes en acier. Il s'appelle Rudy Kurniawan. Ces 10 dernières années, il est monté sur la scène mondiale et a vendu une illusion aux hommes les plus riches et les plus puissants de la planète. Il a pris leurs millions. Il a bu leurs louanges. Il s'est joué d'eux comme d'un instrument. Le vin, faux, l'argent, incroyablement réel. Pour comprendre l'architecture de ce crime, il faut d'abord comprendre le public. Nous devons remonter au début des années 2000. L'économie mondiale est en plein essor. Wall Street regorge de capitaux. À New York et Los Angeles, une nouvelle race de prédateurs s'empare des salles des ventes. Ce ne sont pas les aristocrates discrets en tweed de la vieille garde qui sirotaient du Xérès dans des fauteuils à oreilles en cuir. Ce sont des entrepreneurs de la tech. Ce sont des gestionnaires de fonds d'investissement agressifs. Ce sont d'impitoyables producteurs hollywoodiens. Ce sont des hommes équipés de ce qu'ils appellent explicitement l'argent de l'insolence absolue. Ils ne considèrent pas la collection de vins comme un passe-temps tranquille. Ils la traitent comme un sport extrême. C'est un concours de domination financière sous testostérone, une façon de mesurer leur pouvoir face à leurs pairs. À New York, l'épicentre de cette sous-culture financière est un groupe de dégustation privée qui s'appelle fièrement les 12 hommes en colère. Ils s'attribuent des surnoms cinématographiques pompeux. King Angry, The Punisher, Big Boy. Ils ne sirotent pas, ils conquièrent. Ils se réunissent dans les restaurants d'élite de Manhattan,
notamment dans un sanctuaire de la gastronomie appelé Crew. Ils s'emparent de la salle à manger. Ils accumulent régulièrement des additions à 6 chiffres en une seule nuit. Leur monnaie principale est l'exclusivité. Ils communiquent dans un jargon spécialisé. Ils parlent constamment de sortir l'artillerie lourde. Si tu sors l'artillerie lourde, ça veut dire que tu as apporté une bouteille de vin à table si ancienne, si rare, et d'un prix si faramineux qu'elle réduit physiquement la pièce au silence. Cela fait se sentir petits les autres milliardaires. C'est un rituel de primates qui se frappe la poitrine, exécuté avec des verres en cristal et des serviettes en velours. Parmi eux gravite John Capon. C'est le jeune héritier avide et ambitieux de Acker Merrill & Condit. Pendant des décennies, c'était un magasin de vin respectable et endormi de l'Upper West Side. Capon est en train de le transformer en un impitoyable empire des enchères. Capon parle le langage des hommes en colère. Il rédige des notes de dégustation folles et provocatrices qui comparent les vins de grand cru à la cocaïne, la marijuana et ce qu'il appelle du sexe en chocolat. Il qualifie ouvertement les bouteilles rares et chères de Call Girls. Capon est le monsieur loyal de ce cirque, mais tout monsieur loyal a besoin d'une attraction vedette, d'un événement principal, entre un jeune homme dans un costume de créateur sur mesure. Il ressemble à un étudiant, il a l'air juvénile, il est d'un charme désarmant, il est poli et il semble incroyablement infiniment riche. Il se présente à ce petit monde sous le nom de Rudy Kurniawan. D'où vient-il ? L'histoire de fond fournie à l'élite est un chef-d'œuvre de prestige flou. Les rumeurs tourbillonnent dans les salles de dégustation. On murmure qu'il est l'héritier d'une colossale fortune brassicole sino-indonésienne. Le bruit court que sa famille détient la distribution exclusive de Heineken pour toute l'Asie. On dit qu'il reçoit une modeste allocation mensuelle de sa famille de 1 million de dollars. Personne ne vérifie les faits. Le numéro 1 demande des relevés bancaires. Le public accepte l'histoire sans hésitation, car les accessoires sont d'un réalisme irréprochable. Rudy conduit des Ferrari en édition limitée. Il porte du cuir Hermès Vintage. Il organise de somptueux dîners de dégustation dignes de Gatsby pour l'élite new-yorkaise. Et quand l'énorme addition arrive, il la paie sans ciller. Mais la richesse est courante dans ces salons. Rudy possède quelque chose de bien plus précieux. Il a un super pouvoir surnaturel, un palais de génie. Lors des dégustations à l'aveugle, l'ultime et terrifiant terrain d'épreuve pour les égos des 12 hommes en colère, Rudy accomplit des miracles. Il peut porter un verre de liquide sombre à son nez, inspirer une fois, et nommer calmement l'année exacte de la cuvée, le producteur français spécifique, et le cépage précis. C'est un prodige sensoriel. Les hommes riches sont absolument sous le charme. Ils l'adoptent. Ils l'intègrent à leur cercle restreint. Ils lui donnent des surnoms respectueux. Ils l'appellent Docteur Conti, un clin d'œil à son obsession absolue pour le producteur bourguignon ultra-luxueux du domaine de la Romanée Conti. Il l'appelle Monsieur 47 pour son stock apparemment inépuisable de parfait Bordeaux de 1947. Mais le plus grand atout de Rudy n'est pas son argent, ce n'est pas son palais, c'est son accès. Rudy murmure un secret à ses nouveaux frères. Il prétend avoir découvert une cave magique en Europe, une crypte mythique cachée contenant des milliers de bouteilles intactes et immaculées des vins les plus rares sur Terre, parfaitement conservées depuis l'aube du XXe siècle. Soudain, des bouteilles impossibles commencent à apparaître à leur dîner. Des fantômes se matérialisant sur la table. Un Pétrus de 1920, un Romanée Conti de 1945, un Château Lafleur de 1947. Des bouteilles dont les experts affirment qu'elles n'existent plus en état d'être bues. Les mâles alpha sont affamés. Ils veulent la magie. Ils veulent goûter l'histoire. Rudy sourit de son sourire de garçon. Il est plus que ravi de partager, à condition d'y mettre le prix. La chronologie avance jusqu'aux années entre 2004 et 2006. Rudy Kurniawan dépense plus de 1 million de dollars par mois pour acheter des quantités commerciales de vin. Il s'assoit au premier rang lors des ventes aux enchères. Il lève sa raquette, il la maintient rigidement en l'air jusqu'à ce qu'il gagne, surenchérissant sur tout le monde, propulsant les prix du marché mondial dans la stratosphère. Il gonfle la bulle à lui tout seul. Il devient le roi incontesté du marché secondaire du vin. Mais le spectacle public n'est que le prologue. Derrière les portes closes de sa maison d'Arcadia, derrière les fenêtres recouvertes de papier d'aluminium, le vrai travail commence. La vérité est totalement différente du mythe. C'est un immigré. Il est né Zhen Wang Huang à Jakarta en 1976. Il est arrivé en Californie en 1993 avec un simple visa étudiant. Sa famille ne possède pas de distribution Heineken. Il n'y a aucune fortune brassicole. Ses oncles
cependant, sont tristement célèbres. Ils ont été les architectes d'un colossal scandale de détournement bancaire de 800 millions de dollars en Indonésie pendant la crise financière asiatique. La fraude est dans les gènes. En 1998, Rudy demande l'asile politique aux États-Unis, affirmant que ses origines chinoises le mettent en danger dans son pays d'origine. Sa demande est fermement rejetée. En 2003, un juge fédéral ordonne son expulsion. Il ne part jamais. Il reste en Amérique. Il devient un immigré sans papier, un fugitif au vu et au su de tous, construisant un empire fantôme fait de verre et de liège. Son processus physique est une merveille d'ingénierie sociopathique minutieuse. Il commence au grand jour, un F. Dans les restaurants haut de gamme où il organise ses légendaires dîners rugissants, Rudy fait toujours une humble demande à la fin de la soirée. Il demande au sommelier d'emballer soigneusement ses bouteilles vides à 10 000 $ afin qu'il puisse les ramener chez lui en souvenir. Il veut se souvenir de la soirée. Les restaurants s'exécutent. Ils enveloppent le verre vide dans du papier de soie. Pourquoi ne le ferait-il pas? Il est leur meilleur client. Il donne des pourboires par centaines. Rudy ramène les coquilles vides authentiques dans son laboratoire d'Arcadia. Il devient le chimiste de la cuisine. Il prend une vraie bouteille vide d'un légendaire Bordeaux de 1945. Le verre lui-même est historiquement exact. La terre accrochée au culot de la bouteille est authentique. La décoloration de l'étiquette est réelle. Maintenant, il doit créer le liquide pour combler le vide. Il utilise son palais de génie, non pas pour apprécier l'art de la vinification, mais pour en faire violemment la rétro-ingénierie. Il prend un vieux pinot noir californien, relativement peu cher. Il le verse dans un béchet. Il le mélange avec un bourgogne français médiocre, produit en vrac dans les années 1970. Il ajoute un trait de quelque chose de plus jeune, peut-être une Syrah bon marché, pour donner au liquide mort une explosion de fruité artificielle. Il le goûte. Il ajuste les proportions. Il ajoute une goutte d'eau. Il le goûte à nouveau. Il s'appuie entièrement sur l'attente psychologique de ses acheteurs. Il sait que le vieux vin est fragile, terreux et étrange. Il crée un liquide de Frankenstein qui imite parfaitement le profil de saveur déclinant d'un chef-d'œuvre de 60 ans. Il verse cette potion de sorcière dans la vraie bouteille vide à l'aide de son entonnoir en cuivre. Il prend un tire-bouchon spécialisé à 2 lames bilames. Cet outil lui permet de faire glisser un bouchon neuf dans le goulot de la bouteille sans en percer le centre, ne laissant aucun trou de perforation moderne. Il scelle le dessus. Il utilise des gouttes de cire chaude, mélangeant des pigments pour imiter exactement la couleur délavée et la texture cassante utilisée par le château français il y a 6 décennies. Pour les bouteilles dont il n'a pas les emballages vides, il les fabrique de toutes pièces. Il se procure du papier ingresse d'aspect antique. Il imprime des étiquettes en utilisant une imprimante à jet d'encre haut de gamme. Il frotte le papier frais avec de la terre de son jardin. Il tache les bords avec du tabac mouillé pour simuler la pourriture d'une cave humide. L'économie de cette opération est ahurissante. Coût des matières premières, peut-être 100 $. Prix de vente aux enchères, 10 000 $, 20 000 $, parfois 50 000 $. Nous sommes en 2006. Le marché est amorcé. Les égos sont gonflés à bloc. Rudy s'associe officiellement avec John Capon chez Acker Merrill & Condit. Ils organisent 2 ventes aux enchères massives et sans précédent à New York. Elles sont présentées au public sous les noms de The Cellar 1 et The Cellar 2. Les catalogues de vente se lisent comme des textes sacrés. Ils offrent la réserve sans précédent de Rudy, les fruits de la cave magique, directement au public. Les enchères sont une frénésie absolue. Les hommes hurlent les uns sur les autres. Les raquettes volent. La première vente rapporte 10 600 000 $. La seconde fracasse tous les records mondiaux, rapportant la somme stupéfiante de 24 700 000 $. Rudy Kurniawan vend 35 millions de dollars de faux vins en une seule année. Les salles des ventes prennent leur massive commission de plusieurs millions de dollars. Les milliardaires remplissent leurs caves souterraines de trophées rares pour les montrer à leurs amis. Tout le monde s'enrichit. Tout le monde est content. La chorégraphie est sans défaut. L'illusion est parfaite. Jusqu'à ce que la chronologie atteigne le 25 avril 2008. Le décor est planté au restaurant Crave dans le quartier de Greenwich Village, à New York. Acker Merrill & Condit organise une autre vente aux enchères retentissante. La salle à manger est remplie de l'élite mondiale. Le champagne coule à flot. Les 12 hommes en colère sont présents, chahuteurs, faisant des blagues grossières et sabrant littéralement des bouteilles de champagne Bollinger à 10 000 $ dans les allées. C'est décrit par les participants
comme une gigantesque fête amusante à l'intérieur d'une vente aux enchères. Les joyaux de la couronne de la vente d'aujourd'hui sont 97 bouteilles spécifiques du domaine Ponceau. C'est un domaine viticole ancien, estimé et farouchement traditionnel, situé dans la région française de la Bourgogne. Le catalogue sur papier glacé estime la valeur de ces 97 bouteilles à plus de 500 000 $. Le clou absolu du lot, plusieurs bouteilles de Clos Saint-Denis du domaine Ponceau, présentant de mythiques millésimes d'avant-guerre des années 1945, 1949, 1959, 1966 et 1971. John Capon monte sur le podium. Il ajuste son microphone. La salle se calme. Les enchères pour l'histoire sont sur le point de commencer. Mais se tenant tranquillement tout au fond de la salle, près des rideaux de velours, se trouve un Français grand et à l'air sévère. Il ne tient pas de coupe de champagne. Il ne rit pas. Il ne sourit pas. Il s'appelle Laurent Ponceau. Il est l'actuel propriétaire du domaine Ponceau. Il retrace les racines viticoles de sa famille directement jusqu'à l'année 1872. Il connaît chaque vigne, il connaît chaque tonneau, et il a pris un vol direct depuis la France, traversant les douanes internationales, arrivant au restaurant tout juste 10 minutes après le début de la vente pour un but explicite, arrêter le spectacle. Quelques jours avant ce moment, Ponceau est assis à son bureau en France. Il reçoit un email d'un ami américain contenant une copie numérique du catalogue Acker Merrill. Ponceau fait défiler les lots. Il regarde les annonces pour le Clos Saint-Denis des années 1940 et 1950. Il ressent un choc de stupeur froid et paralysant. Le domaine Ponceau n'a pas commencé à produire de Clos Saint-Denis avant l'année 1982. Le vin posé sur le bloc des enchères à New York, attendant d'être vendu pour des centaines de milliers de dollars aux hommes les plus intelligents et les plus riches de la pièce, est une impossibilité physique. C'est un fantôme. C'est un anachronisme historique flagrant. Rudy a fini par faire une erreur. Dans la course frénétique de la production dans sa cuisine recouverte d'aluminium, son ego a dépassé ses recherches. Il est devenu avide. Il n'a pas vérifié son histoire. Il a imprimé des étiquettes, les a tachées avec du tabac et les a collées sur des bouteilles pour un vin qui n'existait littéralement pas dans le continuum espace-temps. De retour au restaurant, Ponceau sort de l'ombre. Il confronte John Capon. La tension dans la salle à manger monte en flèche. L'air est soudainement aspiré hors de la pièce. Sous la menace immédiate d'une immense action en justice et d'un scandale public catastrophique, Capon s'éclaircit la gorge. Il s'approche du micro. Il annonce au milliardaire qu'il y a une petite situation inhabituelle. Il retire officiellement les 22 lots Ponceau de la vente. Les milliardaires grognent, ils huent, la fête retombe, la musique s'arrête. Immédiatement après la fin des enchères, un journaliste se fraye un chemin dans la foule. Il s'approche de Rudy Kurniawan, qui se tient près du bar. Le journaliste pose une question simple. Comment est-ce arrivé? Comment expliques-tu des bouteilles impossibles? Rudy sourit doucement. Il ajuste ses poignets de chemise sur mesure. Il hausse les épaules. Nous essayons de bien faire les choses, mais c'est la Bourgogne. Les emmerdes arrivent. Le lendemain, Laurent Ponceau n'est pas satisfait. Il exige un déjeuner privé avec Rudy. Ils s'assoient l'un en face de l'autre. Ponceau se penche sur la table. Il regarde le jeune millionnaire droit dans les yeux. Il exige de savoir d'où venaient exactement ces bouteilles. Rudy baisse les yeux vers son assiette. Le charme vacille. L'acteur oublie son texte. Il joue la victime. Il balbutie. « Je ne sais pas. J'achète tellement de bouteilles. J'achète tellement. » Ponceau ne lâche rien. Il le presse. Il exige un nom. Un mois plus tard, sous la pression croissante, Rudy donne un nom. Il dit à Ponceau qu'il a acheté le vin Ponceau à un mystérieux homme solitaire en Asie nommé Pak Endra. Rudy fournit 2 numéros de téléphone internationaux. Ponceau, agissant désormais comme un détective bourguignon autoproclamé, compose les numéros. Ils sonnent dans le vide. Ce sont des impasses. Ponceau contacte des associés en Indonésie. Il apprend une vérité linguistique. Pak signifie simplement « monsieur » en langue indonésienne. Endra est l'un des noms les plus incroyablement communs de tout le pays. Rudy a essentiellement dit à Ponceau qu'il a acheté le vin à un fantôme nommé Monsieur Smith. Laurent Ponceau raccroche le téléphone. Il réalise la vérité terrifiante et inéluctable. Rudy Kurniawan n'est pas une victime naïve de mauvais fournisseurs européens. Rudy est la source. L'infection vient de l'intérieur de la maison. Ponceau jure de détruire cet empire. Il commence à rassembler des données. Il commence à coopérer avec le FBI. Mais le gouvernement fédéral avance lentement. Ils ont besoin d'un crime avec une victime.
Et les victimes sont des milliardaires embarrassés qui préfèrent passer leurs échecs sous silence. Ponceau a besoin d'un prédateur avec des poches plus profondes. Il a besoin d'un bélier qui comprend la brutalité du système judiciaire américain. Il a besoin d'un milliardaire avec une vengeance à assouvir. La scène se déplace à Palm Beach, en Floride. Voici William Ier Koch, frère de Charles et David. C'est un magnate de l'énergie à la tête d'une fortune de 4 milliards de dollars. Koch est un homme bâti sur la compétition. C'est un navigateur farouchement compétitif qui a remporté la Coupe de l'América. Il est collectionneur de peintures originales de Picasso et de Monet. Et il est l'heureux propriétaire d'une stupéfiante cave à vin climatisée de 40 000 bouteilles. Bill Koch n'aime pas perdre, et il déteste par-dessus tout être pris pour un idiot. Nous remontons à la fin des années 1980 pour comprendre la pathologie de Koch. Koch assiste à une vente aux enchères. Il paie 500 000 $ pour 4 bouteilles extrêmement spécifiques de Château Lafite de 1787. Les bouteilles sont légendaires. Elles sont gravées avec les initiales THJ. L'histoire vendue à Koch est qu'elles appartiennent à la collection privée de Thomas Jefferson, découverte derrière un mur de briques à Paris. Koch les a achetées à un flamboyant promoteur de musique et négociant en vin allemand nommé Hardy Rodenstock. Des années plus tard, le musée des Beaux-Arts de Boston contacte Koch. Ils demandent à exposer les bouteilles de Jefferson dans une présentation prestigieuse. Dans le cadre du processus de vérification, la fondation Thomas Jefferson à Monticello soulève un immense signal d'alarme. Thomas Jefferson tenait des registres quotidiens méticuleux et obsessionnels de chaque centime qu'il dépensait. Il n'y a absolument aucune trace dans les archives de son achat de ces crus. Koch est furieux. Un homme normal appellerait la police. Bill Koch n'appelle pas la police. Bill Koch utilise sa richesse pour construire sa propre agence de renseignement privé. Koch embauche Jim Ellroy. Ellroy est un agent du FBI à la retraite avec une mâchoire en forme d'enclume, une voix grave et rocailleuse et un carnet d'adresses rempli d'espions internationaux. Ellroy reçoit un chèque en blanc. Il rassemble une équipe d'intervention d'élite, d'anciens inspecteurs de Scotland Yard, des agents retraités du MI5 et de véritables physiciens nucléaires. Ellroy prend les bouteilles de Jefferson et s'envole avec elles chez un physicien français nommé Philippe Hubert. Hubert dirige un laboratoire souterrain très restreint, protégé au plus profond des Alpes. Il utilise la spectrométrie à rayons gamma pour tester le liquide à l'intérieur du verre à la recherche de césium-137. Le césium-137 est un isotope radioactif qui n'existait littéralement nulle part sur la planète Terre jusqu'à l'explosion de la première bombe atomique en 1945. Si le vin contient du césium, il a été mis en bouteille après 1945. C'est un faux. Les résultats des tests reviennent. C'est non concluant. Le verre est trop épais pour être testé sans être ouvert, et aucun césium n'est détecté, ce qui signifie que le liquide est véritablement vieux. Mais Jim Ellroy n'en a pas fini. Il passe de la chimie à la physique. Ellroy confie les bouteilles en verre aux spécialistes en traces d'outils du FBI. Ils placent le verre sous de puissants microscopes électroniques. Ils examinent les rainures de la gravure THJ. La preuve visuelle est indéniable. Les lignes de la gravure sont trop lisses. La profondeur est trop parfaitement uniforme. Les stries microscopiques dans le verre révèlent la vérité. Les initiales du XVIIIe siècle du père fondateur avaient été sculptées dans le verre en utilisant une fraise dentaire électrique moderne à grande vitesse. Koch s'était fait arnaquer de façon spectaculaire. Il déchaîne les enfers. Il dépense 25 millions de dollars de son propre argent pour lancer des poursuites civiles implacables de la terre brûlée contre Rodenstock et tous ceux qui ont touché de près ou de loin aux bouteilles de Jefferson. « Je me plie aux règles du Far West », déclare Koch de manière célèbre, regardant directement dans l'objectif d'une caméra de télévision lors d'une interview diffusée. « Si tu me trompes, je viens te chercher. » Revenons maintenant à la fin des années 2000. Bill Koch mène un audit médico-légal massif de sa cave de 40 000 bouteilles. Son équipe d'experts examine les bouchons, les étiquettes, le verre. Les résultats sont dévastateurs. Koch trouve plus de 400 bouteilles contrefaites posées sur ses étagères. Le coût financier, des millions de dollars. Et quand ces enquêteurs privés retracent agressivement la provenance, la piste papier des faux les plus chers, y compris un Pétrus de 1947 et un comte Georges de Voguet de 1945, les reçus ne mènent pas en Europe. Ils ramènent directement aux garçons en or des 12 hommes en colère. Ils mènent à Rudy Kurniawan. Septembre 2009. Koch lâche sa machine de guerre juridique sur Rudy.
Il dépose une énorme plainte pour fraude, rédigée de manière agressive, devant un tribunal fédéral contre Kurniawan. Koch ne veut pas seulement récupérer son argent. L'argent n'a aucune importance pour un homme pesant 4 milliards de dollars. Koch veut exposer tout l'écosystème complice et pourri. Son action en justice affirme que les salles des ventes, les authentificateurs, les collectionneurs, ils sont tous dans le coup. Ils forment un cartel d'ignorance volontaire. Ils ferment délibérément les yeux sur le faussaire parce que ces faux font grimper la valeur marchande de leur propre cave. S'ils admettent que Rudy est un escroc, leur propre valeur nette chute. Avec les détectives privés de Koch fouillant légalement dans ses poubelles en Californie et Laurent Ponceau fournissant continuellement des renseignements exploitables au FBI depuis l'Europe, le monde de Rudy Kurniawan commence à se rétrécir rapidement. Les murs se referment sur lui. La grande illusion est incroyablement coûteuse à maintenir. Le style de vie somptueux de Rudy nécessite un afflux massif et constant de liquidités. L'entretien des voitures de sport, les frais de stockage pour l'art contemporain, les additions de restaurants vertigineuses utilisées pour maintenir son aura d'invincibilité. Alors que les rumeurs de ces contrefaçons commencent à se répandre dans les recoins sombres et obsessionnels des forums de vin en ligne comme Wine Berserkers, les acheteurs commencent à se retirer. Ces ventes aux enchères se tarissent. L'apport de capitaux frais de Rudy s'arrête brusquement. Le désespoir s'installe. Rudy est gravement surendetté. Il fait complètement défaut sur un prêt colossal de 10 millions de dollars accordé par ses propres partenaires chez Acker Merrill & Condit. Il a besoin d'une bouée de sauvetage. Il fait un pivot fatal fin 2007. Rudy approche une institution financière nommée Emigrant Bank Fine Art Finance. Il fait une demande de prêt en espèces de 3 millions de dollars. Il utilise sa collection d'art et son prétendu inventaire de vins comme garantie physique. Pour obtenir ce prêt institutionnel, Rudy doit s'asseoir dans un bureau et signer des documents financiers fédéraux officiels. Il ment sur la paperasse. Il omet délibérément les 10 millions de dollars qu'il doit déjà à la salle des ventes. Il cache ses dépenses mensuelles exorbitantes et paralysantes, et plus important encore, il prend un stylo et coche une case spécifique sur un formulaire fédéral, affirmant qu'il est un résident permanent légal des États-Unis. C'est l'erreur fatale. La contrefaçon de vin millésimé est un crime complexe de niche. C'est difficile à poursuivre car les victimes ont refusé de témoigner. Mais escroquer une banque américaine en mentant sur une demande de prêt fédéral, c'est de la pure fraude électronique. C'est un délit fédéral. Le FBI, dirigé par l'agent spécial James Wynne, a enfin la juridiction légale pour frapper. Février 2012, Rudy fait une dernière tentative désespérée et frénétique pour liquider son faux inventaire et générer des liquidités. Il confie des dizaines de bouteilles de domaine de la Romanée Conti à une vente aux enchères imminente organisée par Spectrum Wine Auctions à Londres. Sachant que son nom est désormais toxique, il utilise un intermédiaire tiers pour cacher son implication. Mais le filet est déjà trop resserré. Les détectives d'Internet, les membres des forums et les authentificateurs repèrent immédiatement les faux. Les numéros de série imprimés sur les étiquettes sont chronologiquement faux. La police de caractère est légèrement incorrecte. Les lots, d'une valeur estimée à 785 000 $, sont retirés avec fracas de la vente aux enchères de Londres quelques heures seulement avant que le marteau ne tombe. Mars 2012, le FBI finalise une plainte pénale de 50 pages. Le juge fédéral lit les déclarations sous serment. Les mandats sont signés, ce qui nous ramène au raid à l'aube à Arcadia. Le papier d'aluminium sur les fenêtres, l'odeur de la cire. Les agents Wynne et Roser ont systématiquement catalogué les preuves physiques dévastatrices. Ils photographient l'évier. Ils ont mis les tampons encreurs sur mesure, dans des sacs à preuves. Ils ont saisi les 19 000 étiquettes en papier. Rudy Kurniawan est escorté hors de son manoir menottes au poignet. Il est placé à l'arrière d'un véhicule fédéral. La porte claque. Le cerveau de la cave magique, le roi des 12 hommes en colère, est définitivement réduit à un numéro de détenu 62470-112. La chronologie avance au 9 décembre 2013. Nous sommes à l'intérieur d'un tribunal fédéral à Manhattan. Il est présenté comme le procès du siècle pour l'élite mondiale du vin. La tribune est remplie au coude à coude de journalistes frénétiques, de milliardaires escroqués et des anciens amis de Rudy assis dans un silence inconfortable. Le juge Richard Berman préside ce théâtre. L'accusation, menée par le procureur adjoint des États-Unis Joseph Faccipanti, construit une montagne insurmontable de preuves physiques. Ils amènent physiquement des seaux de faux bouchons sur des roulettes dans la salle d'audience.
Ils projettent des photographies haute résolution du laboratoire de la cuisine directement sur un écran géant pour le jury. Ils appellent leur témoin vedette, Laurent Ponceau, à la barre. On lui tend une bouteille du tristement célèbre Clos Saint-Denis de 1945. Il la lève vers les lumières fluorescentes du tribunal. Il regarde directement le jury. Cela ne peut pas exister. C'est évident. Ils appellent Aubert de Vilaine, le légendaire et majestueux copropriétaire du domaine de la Romanée Conti. On lui montre les étiquettes minutieusement fabriquées par Rudy. Il ajuste ses lunettes. Il secoue la tête de dégoût. Ce sont des étiquettes imprimées par une imprimante. Bill Koch monte à la barre. Le milliardaire regarde Rudy. Il témoigne des 2 100 000 $ qu'il a personnellement perdus face au charme de Rudy. Il ne parle pas de l'argent avec tristesse. Il parle de la trahison avec une colère ardente. L'avocat de la défense, Jérôme Mounet, a une tâche impossible. Il se tient devant le jury. Il ne nie pas que Rudy a fabriqué du faux vin. Il ne le peut pas. La preuve physique est absolue. Au lieu de cela, Mounet tente un revirement psychologique. Il essaye de changer le scénario narratif. Il dépeint Rudy non pas comme un cerveau criminel, sociopathe et calculateur, mais comme un marginal tragique et désespéré, un immigré solitaire qui voulait juste appartenir au club exclusif et à haut risque des 12 hommes en colère. Il voulait juste en faire partie, argumente Mounet en faisant les 100 pas. Il dit au jury que les contrefaçons sont monnaie courante, normalisée et acceptée dans les recoins sombres du monde des grands vins. Il sous-entend que Rudy n'était qu'un petit rouage dans une machine profondément corrompue, un jeune homme essayant désespérément de suivre les exigences de milliardaires qui exigeaient une magie impossible. Il n'y a fraude que lorsque tu as l'intention de tromper les gens pour leur soutirer de l'argent, plaide Mounet. Il suggère que les faux de Rudy étaient simplement des cadeaux maladroits de désespoir social, un moyen d'acheter de l'amitié et non un mécanisme de malice financière. Le jury écoute. Il regarde les 19 000 étiquettes. Il regarde les 35 millions de $ de revenus. Ils n'achètent pas la tragédie romantique. Ils quittent la pièce. Il leur faut exactement 2 heures pour délibérer. Le verdict est lu, coupable de tous les chefs d'accusation, fraude postale, fraude électronique. Août 2014. Le juge Berman regarde de haut depuis son siège. Il condamne Rudy Kurniawan à 10 ans de prison fédérale. Les sanctions financières sont écrasantes. Il est condamné par le tribunal à confisquer 20 millions de $ d'actifs illégaux. Il est condamné à payer exactement 28 400 000 $ en restitution directe à ses riches victimes. De plus, face à la colère de l'armée civile de Bill Koch, Rudy règle la poursuite distincte à l'amiable pour 3 millions de $ supplémentaires. Dans le cadre de l'accord, Rudy accepte d'être entièrement interrogé par les enquêteurs de Koch, cartographiant sa connaissance absolue de la pègre mondiale de la contrefaçon. Le procès se termine, le marteau tombe, mais la question philosophique reste en suspens dans l'air. Comment un seul homme opérant depuis une cuisine de banlieue avec un entonnoir en cuivre et une imprimante à jet d'encre a-t-il réussi à tromper les palais les plus sophistiqués, riches et exigeants de la planète pendant près d'une décennie entière ? La réponse est aussi simple que sombre, parce que les victimes étaient entièrement complices de l'illusion. Les milliardaires, les commissaires-priseurs, les critiques professionnels, ils n'étaient pas aveuglés par le génie de Rudy. Ils étaient aveuglés par leurs propres immenses égos fragiles dans ce monde sous testostérone de la collection de vins compétitive, semblables à des primates se frappant la poitrine. Ils avaient un besoin que la cave magique soit réelle. Ils avaient un besoin de croire qu'ils étaient assez spéciaux, assez riches et culturellement assez connectés pour boire l'histoire. Quand un homme paie 50 000 $ pour une bouteille en verre de jus de raisin fermenté, il ne paie pas pour le liquide. Il paie pour l'histoire. Il paie pour le statut social. Il paie pour le privilège explicite de regarder à l'autre bout de la table de la salle à manger ses rivaux financiers et de les voir pleurer d'envie. Rudy Kurniawan a simplement compris la psychologie de l'élite, il a compris l'architecture de la vanité. Il savait que si tu prends un pinot noir californien bon marché, que tu le mets dans une bouteille française poussiéreuse et historiquement exacte, que tu la scelles avec de la cire rouge et que tu dis à un milliardaire que c'est un chef-d'œuvre de 1945, le cerveau du milliardaire fera le reste du gros œuvre. Le milliardaire sentira le bouchon et détectera des notes de truffe, de cuir vieilli et de suprématie historique. Il goûtera exactement ce pourquoi il a payé. Le vrai crime n'était pas seulement la falsification physique du vin, c'était d'avoir fait de l'ego une arme. Rudy Kurniawan a purgé sa peine dans un établissement pénitentiaire sécurisé du Texas en novembre 2020.
Les portes se sont ouvertes, il a été libéré en avril 2021. Il a été officiellement expulsé par le gouvernement fédéral vers l'Indonésie, montant dans un avion de ligne en tant qu'homme libre, laissant sa scène américaine derrière lui. Mais la représentation n'est pas tout à fait terminée. En ce moment même, dans les sombres caves souterraines climatisées de l'élite mondiale, rangées en toute sécurité derrière des serrures biométriques, des grilles laser et du verre pare-balles, des milliers de ces bouteilles contrefaites subsistent. Elles reposent tranquillement sur les étagères en acajou, silencieuses, non découvertes, trop chères pour être ouvertes, trop prestigieuses pour être remises en question. Et quelque part ce soir, un homme très riche entrera dans sa cave. Il sélectionnera une bouteille poussiéreuse. Il retirera le bouchon. Il se versera un verre rouge sombre de chimie de cuisine bon marché. Il le lèvera à la lumière. Il prendra une gorgée et il déclarera que c'est le plus grand vin qu'il ait jamais goûté.